Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le gouvernement congolais boude l'invitation de la fondation Thabo Mbeki à prendre part à la conférence qu'organise l'ancien président sud-africain en septembre prochain dans son pays. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, fustige la partialité de Thabo Mbeki dans la crise sécuritaire qui mine l'Est de la République démocratique du Congo. Au sommaire également, l'angoisse de parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Reportage à suivre dans cette édition de Myriam Likiou et Giscard Tamba qui ont fait le terrain ce vendredi. À l'international, après avoir enregistré un déficit de plus de 300 milliards de francs CFA au dernier semestre 2024, le Burkina Faso affiche désormais un excédent de près de 800 milliards de francs CFA au premier semestre 2025. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal sur Géopolis Télévision. Filippo de Grandi séjourne à Goma ce vendredi 29 août 2025. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés rencontre la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, la rébellion qui occupe l'Est de la République démocratique du Congo cet après-midi pour discuter de la question du retour des réfugiés congolais en RDC et le Rwanda, conformément à la déclaration de principe de Doha.5 et dans l'esprit de l'accord tripartite plutôt entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, les HCR signé à Kinshasa le 24 octobre 1999 pour le rapatriement de réfugiés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je disais au sommaire, Kinshasa dit non à l'initiative de paix en faveur de la République démocratique du Congo lancée, vous le savez, par la fondation Thabo Mbeki, plutôt le ministre de la Communication et Médias, dans une interview accordée à l'agence congolaise de presse, a déclaré que cette initiative a été inopportune et que la RDC est engagée plutôt dans près de 3 processus à l'heure actuelle, à savoir Doha, Washington et probablement le processus de paix de confession religieuse de la République démocratique du Congo. Regardez. Après l'annonce d'une conférence sur la paix en RDC prévue en début septembre en Afrique du Sud à l'initiative de la fondation Thabo Mbeki, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, a exprimé des vives réserves. S'adressant à l'agence congolaise de presse, Muyaya a qualifié cette initiative d'inopportune et a critiqué la posture de l'ancien président sud-africain, estimant qu'elle trahit une méconnaissance de la crise actuelle. C'est une main mal placée pour penser, pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix en RDC, a-t-il tranché. Cette conférence prévoit la participation des personnalités, aussi bien de l'opposition comme Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Martin Fayulu, que de la majorité présidentielle, à l'instar de Vital Kamerhe ou du conseiller Birandé. Mais pour Patrick Muyaya, cette configuration soulève des interrogations sur l'impartialité de l'initiative. Il rappelle que le gouvernement est déjà engagé dans 3 démarches concrètes. Le processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, le pourparler de Doha avec les groupes armés et
un dialogue interne renforcé à travers des consultations nationales et un rapprochement inédit entre toutes les confessions religieuses congolaises. Si Dodo Kamba, président de l'Église du Réveil du Congo, a dénoncé les déséquilibres en raison de l'exclusion des autres confessions au profit de la seule Senko et les CC par rapport à cette conférence, Mouyaya a tenu à rappeler que sur le terrain, un consensus religieux existe déjà en RDC. Elles ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle de l'ECC Senko, ni celle d'une confession en particulier, mais celle de l'ensemble des confessions religieuses, a-t-il précisé. En définitive, pour Kinshasa, cette initiative sud-africaine ne répond ni aux enjeux réels de la crise, essentiellement sécuritaire et liée à l'agression du Rwanda, ni aux dynamiques des dialogues déjà engagés. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas de celle qui est perçue comme partisane, a conclu Patrick Mouyaya. On parle encore toujours de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'alors que le combat entre les groupes armés s'intensifie dans le Nord Kivu, plus de 10 000 personnes ont fui vers Mweso en août. Confrontés à des conditions de vie précaires et à l'absence d'une réponse humanitaire suffisante, la plupart ont été contraintes de fuir à nouveau quelques semaines plus tard. Dans moment pour le reportage. Les affrontements entre le groupe armé Alliance Fleuve Congo, AFC M23 et les combattants de Wazalendo ont provoqué en août les déplacements de plus de 10 000 personnes dans la ville de Mweso, dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, selon Médecins sans frontières. Fuyant les violences, les déplacés sont arrivés dans des conditions extrêmement précaires. La plupart d'entre eux, en dépit, étaient contraints de répartir sous la menace de nouvelles violences. Sur place, les conditions d'accueil étaient limitées. Si certains ont pu compter sur l'hospitalité des familles locales, la majorité a trouvé refuge dans des sites collectifs ou a dormi à l'extérieur. L'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires, à la nourriture et aux soins de santé était très restreint. Des maladies comme le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées ont rapidement touché de nombreux déplacés. Un dépistage nutritionnel réalisé auprès des enfants a révélé un taux élevé de malnutrition. Environ 34% des enfants examinés souffraient de malnutrition aiguë modérée, en cause notamment l'insécurité persistante dans la région qui empêche les populations de cultiver leurs champs ou d'accéder à des moyens de subsistance. Des actions en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène ont été entreprises avec l'installation des réservoirs de douche, des latrines et la distribution des kits de nettoyage. Le 28 août, la majorité des déplacés ont de nouveau dû fuir Mweso, tandis que ceux restés sur place ont reçu un ultimatum leur enjoignant de quitter la ville avant le 30 août. Cette crise met en lumière les limites actuelles de la réponse humanitaire dans l'est de la RDC. Mweso devient ainsi un nouvel exemple de l'urgence à renforcer les capacités d'intervention face au mouvement des populations liées à l'insécurité grandissante dans la région. Quittons l'est du pays pour le retour à Kinshasa où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a donné le go de la campagne agricole 2025-2026. Vous le savez, ces assises se sont déroulées au péage de Menkao en présence de plusieurs autorités tant administratives, politiques que coutumières. C'est ce que nous disent Blaise Kouzola et Giscard Tamba qui étaient sur place pour le compte de Géopolis Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce jeudi dans la zone agricole de Menkao, à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville dans la commune de Maluku, la saison agricole 2025-2026. En présence de plusieurs membres du gouvernement, du personnel agricole, de planteurs et des agriculteurs, le chef de l'État a remis un lot important de tracteurs et du matériel aratoire destiné aux 26 provinces du pays. La saison agricole 2025-2026 est porteuse d'espoir pour les animateurs du secteur au regard de moyens matériels et financiers engagés par les gouvernements afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans son allocution des circonstances, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10% du budget national au secteur de l'agriculture, ce qui correspond à l'engagement de Maputo pour une autosuffisance alimentaire. Pour matérialiser le peuple d'abord, le président de la République nous a amené un slogan magnifique, celui de la revanche du sol sur les sous-sols. Et pour le matérialiser, il est allé trop loin. Il a commencé par la réalisation de l'objectif de Maputo.
celui de relever le budget de l'agriculture à plus de 10%. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Nous avons donc dans ce ministère de grands projets avec des moyens colossaux pour pouvoir réaliser l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait des initiatives, presque dans toutes les provinces, pour relancer la production à grande échelle dans le domaine de l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une commande colossale des engins agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous. C'est pour vous dire que le chef de l'État a fait sa part. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. En plus des engins agricoles, le ministre Mouindo Nzangi s'est fixé 5 grands objectifs pour booster son secteur, notamment la disponibilité des semences, de fertilisants et pesticides de qualité, ainsi que la valorisation des agents de l'agriculture. Les agronomes et plantaires ont félicité le président de la République pour la mise en application de sa vision de faire de la République démocratique du Congo une puissance agricole. Na pasek na makie na bini premier na mbala na makie ferme nange zali awa na kota kate mobondo chef na komi ko louer na yango bato baza na sima na yo toyebi bango baza pia ba kolo mobondo baya ko jwa bango tala ba tracteur acteur pesi biso toza na kosa pe banda osala musala na biso toboyi batundela biso ba tracteur toboyi batracteur na biso ezika eza eloko asikoye nango papa nayebi te esemoli nga naza na yango mpo na nga kishasa eza koliama tosala masangu fufu nyonso tu tokosala yango tozala kondima benga batuka baza na nsima wana bazali awa bazwa bana bango ya bamobondo bakeye na bango kuna batika kopesa distraction tozala kosa misala. L'activisme de la milice Mobondo provoque une insécurité qui ne favorise pas la bonne production. Vous savez que la campagne agricole 2025-2026 s'est déroulée dans les installations du Fonds national d'entretien routier qui a connu la participation de son directeur général Pierre Bundouki dans sa mission d'entretenir les infrastructures routières mais aussi de dessertes agricoles. Le FONER compte accompagner le ministère de l'Agriculture dans la réussite de cette campagne. Blessé Kuzola et Giscard Tamba pour leur reportage. La campagne agricole 2025-2026 a été organisée au péage de Menkao, précisément dans les sites du Fonds national d'entretien routier qui a connu la participation de son directeur général Pierre Bundouki. Pour lui, c'est un honneur que l'événement se tienne dans ces installations. Mais c'était une fierté pour le FONER quand nous avons reçu la demande du ministère de l'Agriculture pour céder notre site pour la organisation de la manifestation. Nous avons tout de suite donné notre accord. Nous avons aussi informé par ailleurs notre ministre de tutelle. C'était une fierté, c'est une campagne agricole qui est lancée. Vous savez que le FONER intervient également dans l'agriculture, dans la réhabilitation et l'entretien des routes de dessertes agricoles que d'autres personnes appellent PSONEAL. Donc c'est des actions, toutes ce sont des actions du gouvernement qui travaillent en synergie parce que les routes doivent être réhabilitées, que les produits de l'agriculture soient évacués. Donc, ça nous a posé aucun problème. Et nous-mêmes, nous avons été présents tout au long de la manifestation pour assister. Et par là, nous avons aussi appris que le gouvernement fait beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture, tous les fonds qui sont mobilisés, les statistiques qui ont été données par le ministère de l'Agriculture sont énormes. Quand on voit comment je veux dire, on réduit les déficits sur la production de céréales, c'est quand même des choses à encourager. Si le FONER peut se situer dans ces mouvements-là, non seulement que nous finançons les routes des dessertes agricoles, et on peut aussi utiliser notre site pour donner une certaine visibilité à la chose du FONER. Vous avez vu que la manifestation était très belle.
conscient de la mission du FONER qui est d'entretenir des infrastructures routières et des dessertes agricoles, Pierre Bundoki rassure de l'accompagnement de l'établissement au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui dirige Mouindo Nzangi sous les institutions de son ministre des tutelles, John Banza. Oui, nous accompagnons le ministère de l'Agriculture à travers le ministère du Développement rural. Parce que l'entité qui gère les routes de descente agricole, c'est le ministère du Développement rural. Il y a aussi beaucoup de projets agricoles qui fonctionnent au sein du ministère de l'Agriculture, qui réhabilitent les pistes, ce qu'ils appellent des pistes agricoles. Ces pistes demain seront cédées au ministère du Développement rural pour l'entretien. Et c'est le FONER qui va assurer l'entretien. Nous avons des échanges avec certains projets qui fonctionnent déjà pour qu'on connaisse dans le programme des années à venir comment le FONER va prendre en charge ces routes. À titre de rappel, chaque année nous avons un programme d'entretien avec l'Office de voies et dessertes agricoles que les techniciens préparent, ensuite les conseils d'administration, enfin les déclarations générales et conseils d'administration de chaque établissement valide. Sur base de ces programmes que nous fonctionnons. Donc nous, quand on a l'information sur le projet du ministère de l'Agriculture, on va communiquer l'information à notre partenaire, à l'OVDA, pour qu'il intègre cette dette dans le prochain programme que nous avons avec les fonds de finances à peu près chaque année autour de 15 millions de dollars pour l'entretien de routes de cette agriculture. Le Fonds national d'entretien routier qui semble s'investir à fond dans le financement de programmes d'entretien routier et des dessertes agricoles entend soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ces domaines de l'agriculture dont la matérialisation est coordonnée par la première ministre Judith Suminwa. Restons au fond d'entretien routier pour dire les experts du FONER ont eu une séance de travail avec l'Office de voirie de desserte agricole, OVDA, à la direction générale du FONER. Justement, l'objectif étant de faire l'évaluation du programme d'entretien routier de l'exercice 2025. Blaise Tukuzola et Giscard Tamba étaient sur place pour le compte du Géopolis. Ce vendredi, à la direction générale du Fonds national d'entretien routier, les experts du FONER étaient en séance de travail avec ceux de l'Office de voies des dessertes agricoles. Au cours de cet échange, il était question de faire l'évaluation du programme d'entretien routier exercice 2025. Nous venons d'avoir une séance de travail avec la direction de l'équipe des experts de la direction générale de l'OVDA. L'objet de la réunion a été centré sur l'évaluation du programme d'entretien routier 2025 que nous finançons avec cet office de voirie de l'OVDA, l'office de voirie des dessertes agricoles. Alors nous faisons le point, après les 2 trimestres passés, nous faisons le point du semestre par rapport à tous les travaux que nous avions financés au niveau de la sollicitation des requêtes et nous établissons la situation pour voir où est-ce que nous sommes et comment est-ce que nous pouvons nous améliorer pour atteindre nos objectifs en fin d'année. Les conclusions sont que le PER est réellement en train d'être exécuté, le programme d'entretien routier est en train effectivement d'être exécuté avec nos agences routières, notamment l'OVDA, et que les perspectives sont prometteuses. Donc, sont prometteurs. Nous sommes en train de nous avons presque atteint les objectifs à mi-parcours et nous essayons d'améliorer les petites questions qui n'ont pas marché pour que nous atteignions nos objectifs en fin d'exécution. Pour l'OVDA, certains travaux ont accusé un retard mais vont devoir arriver à leur terme dans un délai raisonnable. Je dois avouer que ça valait vraiment la peine de faire cette séance parce que on est quasiment au début du mois de septembre et que le taux d'exécution financière de ces programmes 2025 est encore assez faible, notamment en ce qui concerne beaucoup des activités qui avaient été prévues. Du coup, on s'est mis d'accord avec le FONER pour que des mesures correctives soient faites, notamment en termes de transmission au niveau du FONER des requêtes pour permettre à ce que les activités qu'on avait prévues puissent être prises. Alors à cela, je retiens un élément positif qui est en fait l'ouverture d'esprit des gens du FONER ainsi que des collèges d'ingénieurs avec qui on a travaillé.
qui ont été flexibles, qui ont aussi compris les difficultés de l'OVDA en ce qui concerne la réalisation des études, la conception de la requête, et qui ensemble, on a pris des mesures qui, en mon sens, je pense que d'ici la fin de l'année, aux besoins, en fait, pas aux besoins, au grand intérêt des bénéficiaires qui sont les populations locales principales, les utilisateurs des routes des secteurs agricoles, les activités prévues vont se réaliser. Et que ça sera quand même une très bonne chose. Le FONER, partenaire de l'OVDA, continue de s'activer pour financer l'entretien de routes des dessertes agricoles dans une République démocratique du Congo qui a déclaré la guerre à l'insécurité alimentaire. Une révolution agricole agressive pour emprunter le slogan du ministre Mouindo Zangui, nécessitant la contribution substantielle du FONER pour le désenclavement du pays conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Grâce au dynamisme de l'actuel ministre des Infrastructures John Banza, le FONER affiche toute sa détermination pour matérialiser cette vision dont l'exécution est supervisée par la première ministre Judith Suminwa. Voilà, pour le FONER revient cette fois-ci à la rentrée scolaire 2025-2026 qui se pointe déjà à l'horizon. Vous savez que depuis ce lundi septembre, à quelques heures justement de cette reprise, les parents sont encore dans l'angoisse de préparatifs du retour de leurs enfants à l'école. Si certains se disent prêts, en tout cas d'autres par contre, et se plaignent de ne s'être pas préparés de manière adéquate. Myriam Likio, jusqu'à Tamba, nous rapporte. C'est l'angoisse habituelle d'avant-rentrée scolaire. Face aux dépenses pour remettre les enfants à l'école, les parents sont divisés. Certains parents affirment qu'ils sont déjà préparés pour la reprise des cours. D'autres parents disent qu'ils n'ont pas assez de moyens à cause de la montée des prix sur le marché et des nombreuses demandes faites par certaines écoles. Bon, normalement, tant que déjà on a vu vacances, on a déjà préparation, on a quitté jour en jour pour la préparation, on a déjà après vacances, on a vacances, donc dès le temps qu'on a annoncé les vacances, déjà attendait pour se préparer pour La rentrée scolaire 2025-2026 se prépare dans un contexte où espoir et inquiétude cohabitent. Les familles espèrent que cette nouvelle année scolaire apportera de meilleures conditions d'apprentissage et que les efforts promis par le gouvernement seront visibles sur le terrain. Alors, on en parle sur ce plateau avec Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior Aura. Voilà, vous avez suivi ce reportage, vous suiviez également aussi ce dossier pendant un certain moment. Et comment peut-on dire aujourd'hui de cette rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon? Vous savez que les parents se plaignent comme on a suivi dans le reportage. Bon, c'est la première rentrée scolaire du gouvernement Suminwa 2. Elle se veut apaisée, inclusive et puis globalisante. Il faut que toutes les filles et les garçons rentrent à l'école. Là, nous voyons aussi les élèves qui étudient dans les écoles situées dans la partie orientale du pays. Nous citons les Nord et les Sud Kivu, est occupé par les éléments du M23. C'est le souhait du gouvernement de voir tous les enfants
en âge de scolarité et reprendre les chemins de l'école, mais il y a quand même des difficultés. Certains parents qui font partie du système éducatif national, et nous avons l'État lui-même, l'association des parents et élèves du Congo, vous avez les enseignants, les propriétaires de l'école, parmi lesquels il y a aussi des privés. Au niveau des parents, certains se disent ne pas être prêts. Par exemple, les agents fonctionnaires de l'État, au moment où nous parlons, nous sommes presque à 24 heures de la fin du mois. Beaucoup d'agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. Et à Kinshasa, nous nous demandons aussi si tel est le cas, que pouvons-nous dire pour les parents des élèves qui habitent dans les Congos profonds, où les banques prennent beaucoup de temps pour payer. Alors, en un mot, on est prêt par les temps. Est-ce que, en termes de défis, on peut parler de défis aujourd'hui? Ça, c'est au niveau des parents, mais au niveau de l'organisation elle-même du secteur de l'éducation. Ça, c'est une bonne question. Les défis sont immenses et ils sont nombreux. Et les premiers défis, c'est réussir d'abord cette rentrée scolaire. Il y a quelques années, on annonçait la date de la rentrée. Et lorsqu'on arrivait à 48 heures, à 72 heures de cette date, les gouvernements faisaient marche en arrière en reportant la rentrée scolaire. Nous pensons que ça ne sera pas le cas pour l'année scolaire 2025 et 2026. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de réussir la rentrée scolaire dans les 26 provinces. Il ne faut pas qu'on laisse certains enfants à la maison, surtout dans des provinces où nous trouvons des villes et des territoires où il règne encore des bruits et des bottes. Le troisième défi, c'est la paix sociale au niveau du système éducatif. Il ne faudrait pas qu'après 3 semaines de la rentrée scolaire, qui est grande sociale, on annonce déjà les premiers mouvements de grève, comme on a vu dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, où des professeurs d'université sont allés protester devant le bureau du Premier ministre pour réclamer les droits déjà acquis. Voilà, une belle transition. Voilà. L'autre défi, c'est le gouvernement, je pense, devait dire à certaines écoles de ne pas chasser si vite les élèves, parce que selon nos enquêtes menées par la rédaction de Géopolis, certaines écoles non seulement ont fixé des sommes exorbitantes pour les frais scolaires, mais ils demandent des avances considérables, des moyens que certains parents, les moins nantis, ne disposent pas. Voilà, merci beaucoup. Vous avez fait une belle transition. Cette fois-ci, restons dans ce domaine, toujours de l'enseignement, mais montons un tout petit peu de niveau. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, l'université moderne de Kinkole s'apprête cette fois-ci, elle aussi, pour une rentrée académique de façon particulière, en intégrant l'anglais comme seconde langue d'enseignement pour en faire une université bilingue. Gigi Nende, Stani Tamba, Stani pour le reportage. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, l'université moderne de Kinkole est l'un des hauts lieux de savoir de la capitale de la République démocratique du Congo. Ici, le management semble mobilisé pour la réussite de l'année académique qui s'annonce. Nous sommes une université, nous parlons plus de facultés. Alors les facultés que nous organisons au sein de notre université sont au nombre de 5 actuellement. Nous avons la faculté de droit et administration des affaires, la faculté de santé publique, la faculté de médecine, la faculté d'informatique de gestion et la faculté d'économie et gestion des entreprises. Nous avons le plaisir de prendre part aux inscriptions parce que, différemment des autres universités à Kinshasa, nous sommes une université privée. Nous ne sommes pas de l'État, ce qui fait en sorte que nous nous organisons nous-mêmes pour choisir nos étudiants, c'est-à-dire pour prendre nos étudiants, parce qu'ici, il ne s'agit pas de la quantité mais de la qualité.
Nous formons plus en termes de qualité au lieu de la quantité. Nous avons commencé les inscriptions depuis le 4 août et elles sont toujours en cours jusqu'au mois d'octobre. Même détermination du côté des étudiants qui croient dur comme fer à la portée de leur université. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très ravis que notre université puisse être bilingue parce que ça apporte quelque chose au sein du développement, ça contribue au développement d'ailleurs, j'allais dire, de la nation. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre aux critères actuels, il faut maîtriser et l'anglais et aussi les français. Ici, les différentes conférences que nous organisons ici et a vraiment pour objectif de donner ampleur à l'université. Et surtout, lorsqu'il y a conférence, il y a des invités qui viennent. Nous ne cessons d'inviter des autorités distinguées, des différentes filières et autres pour venir participer à la conférence, seulement pour faire au moins propager l'université. Et par-ci, par-là, après les différentes conférences, l'objectif encore spécifique, c'est de vendre nos images. Vous voyez qu'après nos études, nous ferons face au marché du travail. Nous cherchons comment est-ce que l'IMK, en termes des étudiants de l'IMK, puisse vaincre le marché du travail. Dans la cour de l'établissement, tout semble prêt pour l'accueil de nouveaux venus qui sont attendus par centaines. Dans quelques jours, UMK entend devenir une université moderne grâce à un partenariat qui devrait le lier à Cali, ce centre de formation d'anglais de renommée internationale. Tout de suite, la page internationale. Et un voyage à l'international qui nous amène justement au Sénégal où le pays vise l'accès à l'électricité d'ici 2030 et projette également que le gaz naturel représentera aujourd'hui à cette date-là 15 plutôt de sa capacité installée à long terme selon sa stratégie Gasto Power. Cette orientation s'appuie sur la conversion plutôt de la centrale de Bel Air située avec une capacité de 350 MW et la construction d'une unité de 366 MW. Patience Loukeke pour le commentaire. Lors d'une sortie médiatique mercredi 27 août, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a déclaré que le pays mettrait fin aux importations de gaz dès 2026. Cette perspective est présentée comme génératrice d'économies budgétaires de 140 milliards de francs CFA, soit 227 millions de dollars par an. Mais son impact sur le tarif de l'électricité payé par ménages et entreprises reste incertain. La mise en production des Sangomar et surtout du projet gazier offshore entré en exploitation commerciale. La mise en production des Sangomar et surtout de projets gaziers offshore entré en exploitation commerciale cette année assure une disponibilité de gaz destinée à remplacer une partie des volumes importés. Les autorités ont indiqué notamment que 20 à 25% de la production de la phase 1 de GTA serait orientée vers le marché domestique d'ici 2027. Dans ces contextes, selon le ministère sénégalais de Finances, les subventions publiques de l'électricité ont atteint près de 280 milliards de francs CFA en 2023, soit 455 millions de dollars. D'après Global Petrol Price, les prix moyens de l'électricité pour le ménage restaient autour des 109 francs CFA en décembre 2024. Si l'arrêt des importations en 2026 réduit les coûts d'approvisionnement, la répercussion sur les factures dépendra des choix tarifaires de la Sénélec, la Société nationale de l'électricité et de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, chargée de fixer le prix appliqué aux ménages et aux entreprises. Après ce reportage de Patience Lokeke, suivons à présent la revue de presse avec Domomat.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue. Géopolice Hebdo ouvre le bal en titrant sur la campagne agricole 2025-2026. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé cette campagne à Menkao, à Kinshasa, en insistant sur la souveraineté alimentaire. Les tri hebdomadaires soulignent que le pays, avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% exploités, dispose d'un potentiel immense. L'objectif est clair, permettre à chaque villageois d'avoir son champ et de participer à une révolution agricole agressive. Mais cette dynamique se heurte à d'autres constats. La prospérité, dans une série d'enquêtes sur la gouvernance, rappelle que le social érigé en priorité par le chef de l'État à travers le slogan « Le peuple d'abord » se heurte aujourd'hui à des sérieuses limites. La gratuité de l'enseignement de base et les accouchements pris en charge dans les cadres de la couverture santé universelle, tout comme l'acquisition des vaccins, sont désormais affectés par un abandon progressif. La prospérité dénonce des ministres qui préfèrent faire table rase au lieu de capitaliser sur l'héritage de leurs prédécesseurs. Une autre illustration de ces décalages, la fiscalité de jeux d'argent, jadis présentée comme une manne financière, est sacrifiée sur l'autel des querelles bureaucratiques. Le potentiel, quant à lui, évoque un climat sécuritaire particulièrement préoccupant. À Kinshasa, la confiance entre les forces de l'ordre et la population s'effrite. Des accusations graves circulent. La police serait en train de coopérer avec certains Kuluna. Le journal cite des habitants réclamant une police qui protège, pas une police qui pactise. Des propos renforcés par les révélations récente du capitaine Junior Mbosso qui a dénoncé la collaboration de certains responsables de la police avec les criminels avant de démissionner. À Boma, la population est même allée jusqu'à se révolter contre les agents de l'ordre. Le potentiel insiste sur l'urgence d'une réponse étatique forte. Sur un autre front, Forum de Zas rapporte la colère de professeurs d'université et instituts supérieurs. Ces derniers ont organisé un sit-in devant la primature pour exiger l'application intégrale de l'accord de Bibois. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions socio-professionnelles et ont refusé de dialoguer avec les directeurs des cabinets adjoints de la première ministre, exigeant la présence d'un ministre en vertu de l'ordre de préséance. Leur détermination s'est illustrée par le franchissement d'un dispositif policier mis en place autour du bâtiment. Enfin, Congo Nouveau s'épanche sur l'initiative de la fondation Thabo Mbeki qui organise depuis septembre à Jobourg une rencontre politique pour la paix en RDC. Si certains saluent l'intention, d'autres, plus sceptiques, doutent de la neutralité de l'ancien président sud-africain. L'agence congolaise de presse rapporte la réaction tranchée de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix en RDC. Il rappelle que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs à Doha et que les confessions religieuses ont elles-mêmes proposé une feuille de route consensuelle. Pour lui, l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ce qui met terme à ce journal dont voici les principales de les articulations qui l'ont constitué. Je le disais au sommaire, le gouvernement congolais qui boude de l'initiative de la fondation Thabo Mbeki à prendre part à la conférence qu'organise l'ancien président sud-africain en septembre prochain dans son pays. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui fustige la partialité de Thabo Mbeki dans la crise sécuritaire qui mine l'Est de la République démocratique du Congo. Au sommaire également de cette édition, il était question de l'angoisse de parents d'élèves qui, à quelques jours de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national, se plaignent de beaucoup de difficultés pour organiser les rentrées scolaires de leurs enfants. Voilà, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles éditions sur Géopolice Télévision. Restez branchés sur nos programmes. Journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.